Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous, chers fidèles lecteurs de la Tribune, la grande tribune de la présidentielle. Notre émission Élysée 2022 se tient aujourd'hui et reçoit Gaspard Koenig. Bonjour Gaspard. Bonjour. Candidat à l'Élysée, dont le nom du parti ou du mouvement dit tout, et tout un programme, on va en parler, simple, en 5 lettres, S-I-M-P-L-E. Avec moi pour interroger Gaspard, Robert Jules, qui est directeur adjoint de la rédaction de la Tribune, et chacun connaît... Ce sont deux intellectuels qui vont pouvoir partager ensemble leur passion du libéralisme. Alors, les lecteurs de la Tribune connaissent bien Gaspard Koenig. On a souvent eu l'occasion de l'avoir dans nos colonnes. C'est un parcours intellectuel d'abord, assez brillant, hein, major de Normal Sup, romancier, plume de Christine Lagarde à Bercy, créateur d'un think tank bien connu aussi, Génération Libre. C'est la publicité gratuite, hein, Gaspard, vous inquiétez pas. Génération Libre, enfin c'est vrai que vous êtes très, très présent dans les médias et les réseaux sociaux. Et Génération Libre, sur lequel vous remontez inlassablement, j'allais dire, sur le cheval du libéralisme. Alors le cheval, vous me voyez venir, Gaspard, le cheval de Désirada. Comment va Désirada? Destinada, pardon. Voilà. Désirada, c'est joli aussi. Oui. Destinada, pardon, qui est donc le cheval avec lequel vous avez refait, entre deux vagues de confinement, le parcours de Montaigne sur les routes de France, d'Allemagne et d'Italie jusqu'à Rome. Un voyage qui a forgé chez vous l'envie un peu folle, mais... l'envie, celle de prendre la route de la présidentielle avec un objectif qui pourrait rassembler une majorité des Français, mettre fin à la folie des normes qui enferment nos libertés. On vient de vivre 2 années, il faut dire, assez folles de ce point de vue-là. Oui. Alors, Gaspard, on va en parler pendant une petite heure. Simplifier quoi? Simplifier comment? Et pourquoi c'est très compliqué alors que ça devrait être simple, si j'ai bien compris? On va y revenir. Mais alors peut-être juste pour commencer, parce que la difficulté c'est d'y aller vraiment à cette bataille, vous êtes dans la pêche au parrainage. Alors il y a beaucoup d'élus locaux de tous bords qui regardent certainement cette émission et qui sont présents sur latribune.fr et sur nos sites en région. Je les salue d'ailleurs. Donc qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Vous les saluez, vous leur dites, vous en avez combien là? Aujourd'hui on est... aujourd'hui on a entre 100 et 200 promesses de parrainage, mais maintenant on n'en est plus tellement au stade des promesses puisque les CERFA partent tout seuls, si je puis dire, vers le Conseil constitutionnel. L'échéance c'est le 7 mars, c'est ça? 4 je crois. 4 mars, oui. C'est une épreuve qui est extrêmement difficile, mais qui est également légitime et instructive. Légitime parce que, on le voit sur le terrain, les maires sont quand même parmi les élus ceux qui sont le plus respectés, qui sont le plus au contact de leurs concitoyens. Et surtout, les maires, on ne peut pas trop les mener en bateau sur le libéralisme et les différents ismes et toutes les doctrines. Très vite, il faut parler de choses concrètes, de terrain. Donc c'est un bon test pour quiconque a des idées politiques, pour les décliner sur la réalité qu'ils vivent. Et donc, quelque part, je trouve que ce filtre-là est plutôt sain dans le cadre d'un système présidentiel qui, lui, est contestable. Donc, vous n'êtes pas là pour contester la pêche au parrainage, vous pensez? Non, je trouve que c'est un exercice... un bon filtre. Je trouve que c'est un exercice assez bon pour le candidat et que les maires sont légitimes pour opérer ce choix. Mais encore faut-il ensuite qu'ils jouent le jeu, puisque le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est pas tellement de convaincre les maires de me parrainer, c'est de convaincre les maires de parrainer tout court. Combien de fois n'ai-je pas d'appel où... le maire me dit oui, mais c'est très bien, mais moi, j'apprécie ce que vous faites, j'espère que vous y serez, mais moi, je ne parraine pas. À la dernière élection, c'est une combinaison de facteurs, mais à la dernière élection 2017, 2/3 des élus qui peuvent parrainer ne l'ont pas fait, 2/3, hein, donc c'est une abstention record, on parle d'abstention en France. Aujourd'hui, il reste 15 jours, on en est à 80% qui n'ont pas accordé leur parrainage. Il y a une forme de grève des parrainages qui n'est pas loin de poser une crise constitutionnelle. Parce que tout notre édifice électoral repose au fond sur cette sélection des maires. Si les maires continuent à retenir leur parrainage pour toutes sortes de raisons, parce que maintenant les signatures sont publiques, parce que les conseils municipaux sont très éclectiques, parce qu'ils en ont marre de toute façon de se faire harceler par les différents candidats et qu'ils ont l'impression qu'une fois élus, ceux-ci passent leur temps, ce qui est d'ailleurs tout à fait vrai, à les déposséder de leur pouvoir, à faire passer les compétences aux intercos. On va y revenir, ça, parce que vous avez des propositions à leur faire, donc ils devraient... Tout à fait, mais s'ils ne font rien, eh bien, on rentre dans un système où seuls les grands partis classiques qui tiennent les conseils régionaux, les conseils départementaux, peuvent faire remonter leur parrainage, et où les autres sont vox clemens in deserto, et que donc on bloque quelque part le système démocratique. Mais alors, précisément, ça pose un problème du point de vue démocratique. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait faire évoluer ce système? Est-ce qu'il est toujours Moi, je pense que si on légitime? Lever l'anonymat, remettre l'anonymat, pardon.
quelque part, je comprends la nécessité de lever l'anonymat parce que le maire, il donne son parrainage en tant que maire, pas en tant que citoyen. Et donc, quelque part, il n'est pas complètement anormal que les électeurs puissent comprendre pour qui il a donné son parrainage. Je crains que ce débat ne nous mène vers des parrainages citoyens où là, des hurluberlus absolus pourront avoir accès au premier tour de la présidentielle, alors qu'encore une fois, le maire est un filtre parce qu'il connaît le terrain. C'est un professionnel de la profession, un peu. Oui, et puis on ne peut pas lui en compter. Voilà. Puis il est en responsabilité. Exactement. Donc je trouverais dommage qu'on n'arrive pas à réformer le système ou alors on fait exploser le système présidentiel et ça peut être une bonne occasion de le faire. Peut-être qu'on pourrait dire d'ailleurs au maire l'inverse, la prochaine fois, faites la grève totale, ne parrainez personne, et comme ça l'élection présidentielle ne pourra pas avoir lieu. C'est encore une autre option. Mais dans le cadre de la présidentielle, on peut travailler sur des mécanismes, par exemple, de choix optionnels. Le maire dirait, moi, c'est numéro 1, numéro 2, numéro 3. Puis quand le numéro 1 atteint les 500 signatures, hop, ça se reporte automatiquement sur le numéro 2. Oui, parce que ce qui se passe dans le système aujourd'hui, c'est qu'il y a un certain nombre de candidats qui ne sont pas forcément les mieux placés dans les sondages, qui ont déjà plus que leurs 500 signatures. Ils peuvent en avoir. Donc il y a une forme de captation, c'est ça que... Et c'est surtout sur les très gros partis qui s'amusent maintenant à faire la course à qui en aura le plus. Avec les élus de ces partis-là qui se retiennent d'accorder leur parrainage à des gens qu'ils trouvent pourtant plus sympathiques, plus légitimes ou plus intéressants, parce qu'il faut montrer sa bonne volonté au politburo. Donc ça coince quand même, ça verrouille notre système démocratique. Donc il y a des petites choses à réformer qui pourraient être pas grand-chose, mais qui pourraient être suffisantes pour redonner de la légitimité à ce système. Bon, donc l'appel au maire, puisqu'on vous reçoit, nous, à la tribune, c'est qu'on considère que vous êtes un candidat sérieux, légitime et intéressant. On va en parler. Et donc l'appel au maire, c'est il faut parrainer tout ce qui peut permettre à la démocratie de se tenir et au débat d'avoir lieu. En tout cas, à la tribune, on y est évidemment favorable. Alors, avant de poursuivre sur les propositions, peut-être, Gaspard Koenig, vous demandez de quoi votre candidature est-elle le nom, en dehors de ce mot simple. Pourquoi est-ce que vous avez, à l'issue de ce voyage, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête pour vous lancer dans cette aventure ? Le fait que la France soit un pays suradministré, surbureaucratique, on le sait bien. Montaigne, dont j'ai suivi les traces, le disait déjà en 1580 et quelques, qu'il y a en France plus de lois que dans le reste de l'Europe. Tocqueville dénonçait la tutelle démocratique dans l'Ancien Régime et la Révolution. Et depuis Pompidou, tous les présidents de la République ont dit qu'il y avait trop de paperasse, la marée blanche de la paperasse. On emmerde les Français. Giscard, voilà, il reste valable aujourd'hui. Et le Conseil d'État écrit des rapports tous les 5 ans pour nous expliquer qu'il y a trop de normes. Et moi-même, dans le think tank que vous avez mentionné et que je préside, nous avons sorti un rapport sur l'inflation normative et les moyens de simplifier le droit avec Jean-Ludovic Silicani, conseiller d'État. On avait fait un grand colloque au Sénat. Et après, on avait fait comme tout le monde, on avait mis le rapport sur une étagère parce que c'est un sujet qui n'est pas sexy. C'est un sujet qui n'est pas glamour politiquement, c'est pas un sujet qui fait vendre, c'est un sujet qui paraît d'ailleurs un peu fastidieux, voire poujadiste. Et donc on dit, c'est un problème, et puis après parlons de choses plus amusantes. Et ce que j'ai constaté au cours de ma traversée du territoire, donc à cheval, mais le principe c'est d'être à cheval, mais surtout c'était d'aller parler aux êtres humains, aux bipèdes, qui m'accueillaient, et souvent qui m'accueillaient dans leur foyer. Et donc j'étais un peu une mouche sur le mur des dîners français. Et j'écoutais ce qui se disait et les problèmes qui ressortaient naturellement. Je n'étais pas là pour poser des questions. Est-ce que vous avez peur de l'immigration ? Est-ce que vous avez peur de la sécurité ? Est-ce que vous vous sentez abandonné ? Avec le biais incroyable qu'introduit à ce moment-là l'observateur ou le sondeur vis-à-vis de l'observé et du sondé. Donc j'étais là de manière très anonyme, sur un pied d'égalité, parce que j'étais vagabond, comme ça, sur le territoire. Et j'ai été frappé par la récurrence de ce que j'entendais tous les soirs à table, à chaque fois avec des catégories socio-professionnelles très variées. Et au lieu d'entendre parler des grains, des oiseaux, des animaux, de tout ce que j'étais venu chercher un peu, j'entendais parler de sigles, j'entendais parler du PLUI, de l'ABF, du SCOT, du SRADET, qui est le grand ennemi, de la DDT, de la DREAL, de la préfecture, de toute cette espèce de cage bureaucratique, de prison d'acier, comme disait Max Weber, dans laquelle nous sommes véritablement enfermés et qui concerne au premier chef les gens qui sont agriculteurs, qui sont plombiers chauffagistes, qui sont notaires, qui essayent simplement de vivre leur vie sur le territoire et qui en sont constamment empêchés. Et qui développent vis-à-vis de cette administration qui peut être très violente. Quand vous avez un moulin, la police de l'eau, elle arrive arme au poing sur votre propriété pour dire qu'on va fermer le bief, que ceci, que cela. Il y a des gens qui sont ruinés parce que ils ont, à un moment donné, pas rempli le bon papier, qu'ils n'ont pas donné le bon truc à la MSA, s'agissant des agriculteurs. Et les gens sont ruinés et paumés, complètement paumés. Désarmés.
des armées est impuissant et glisse dans une forme de semi-anarchie où ils trouvent un interstice et où ils vivent cachés. Alors que ce sont les honnêtes gens, quelque part, ceux que l'administration devrait protéger, soutenir, aider, conseiller, qui maintenant en ont peur. Et donc tout ça, ça déstructure complètement l'état de droit, parce que les gens n'ont plus confiance dans la loi. Ils sentent que la loi ne leur fait pas confiance non plus, que si elle micromanage leur vie, c'est parce qu'on considère que de toute façon, ils vont faire des erreurs et qu'il faut les protéger contre eux-mêmes. Et ils ressentent ça de manière très intime. Et donc, en termes de justice sociale, c'est une catastrophe. Parce que les gens qui sont les plus proches des centres d'information et de pouvoir, ceux qui produisent le genre de rapport que nous avons produit, bon, ils comprennent le problème, mais ils s'en accommodent, parce que quelque part, ils peuvent toujours avoir un contact qui leur débrouille une situation, ou bien ils peuvent employer un cabinet d'audit, un expert comptable, un avocat fiscaliste, qui va éventuellement même les faire profiter d'un système complexe. Un système complexe profite aux insiders, et en revanche massacre les outsiders qui se trouvent devant le mur normatif complètement démunis. Donc, en fait, vous avez décidé de partir en guerre contre ça, à cheval comme Don Quichotte, j'allais dire. Je dis c'est un sujet grave, c'est un sujet premier, c'est un sujet matriciel. Si on ne fait pas ça, ça ne sert à rien de parler du reste, des grandes lois, de la redistribution, de la souveraineté, de tout ce qu'on veut. Il faut d'abord reconstruire les fondations de notre maison commune, pour pouvoir exister ensemble et pour pouvoir laisser aux gens la liberté. Ça ne sert à rien d'avoir les grandes libertés données par la Déclaration des droits de l'homme et la Constitution si on est au quotidien, pieds et poings liés, et surtout dans l'anxiété permanente de faire quelque chose qui ne serait pas autorisé. Le principe de l'état de droit, c'est tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, et aujourd'hui on vit au contraire dans un régime d'exception. Il faut constamment aller demander l'autorisation, même quand on change une clôture, même quand on fait un piège à ragondin, pour les plus petits actes de la vie quotidienne. Je me suis dit, c'est un sujet c'est le sujet en fait, c'est le sujet prioritaire, parce que si on arrive à dénouer ce sujet, les questions de pouvoir d'achat, les questions de santé, les questions d'éducation, tout ça va en découler. Mais c'est aussi un sujet profond et un sujet culturel pour nous, parce que nous avons mis en place ce système après 2 siècles de jacobinisme, et donc remettre ça en cause, simplifier, faire confiance au plus petit échelon, c'est quelque part aller à l'encontre de 2 siècles de pratiques administratives, et changer totalement ce pays que Perfit avait caractérisé comme un pays de défiance et en faire un pays de confiance. Donc c'est à la fois modeste et incroyablement ambitieux, et ensuite la réforme que nous proposons est, elle, extrêmement radicale, presque utopique dans sa radicalité. Comme quoi les radicaux ne sont pas seulement aux extrêmes, mais peuvent aussi être dans le centre auquel j'appartiens politiquement. Mais lorsque vous parlez d'inflation de normes, est-ce que vous ne confondez pas la cause et l'effet? C'est-à-dire, est-ce que les normes ne sont pas les effets de causes qui se trouvent ailleurs, de l'organisation de la société? Mais si je vous comprends bien, vous vous dites que c'est au contraire ces normes-là qui sont la cause de ce blocage de la société. Il y a un cercle vicieux d'un côté, où effectivement les gens de plus en plus infantilisés demandent de plus en plus de normes, et à l'inverse, il y a un cercle. Oui, c'est ça. Pourquoi y a-t-il autant de normes? C'est ça la question. Et alors, il y a un problème. Un code du travail, on ne l'a pas amené, mais voilà, code civil, code de l'urbanisme, enfin, il y a une inflation normative qui a cherché à répondre. Qui est chiffrée, d'abord, qui est chiffrée. C'est quand même une machine. Combien de normes vous avez chiffrées? 400? Alors, il y a les normes codifiées, qui sont dans les codes, qui sont très précisément chiffrées de 348 000 et quelques. Et puis les non codifiés, on n'arrive même pas à les compter. Alors, le Conseil d'État va essayer de mettre un outil de comptage en place. C'est déjà une première étape. Voilà, c'est entre 400 et 500 000. Et bon, d'abord, il y a une machine qui est en inertie aujourd'hui. Les sociologues de l'administration, de Weber à David Graeber, nous expliquent qu'à un moment donné, les grosses bureaucraties, elles sont en roue libre, elles ont perdu leur sens, elles ont perdu leur vitalité. Un jour ou l'autre, elles vont s'effondrer d'un coup, car les barbares arrivent, dit David Graeber. J'espère que nous n'en arriverons pas là. Mais il y a aussi une raison quelque part culturelle, et je pense que le mouvement que j'essaye d'amener avec moi est aussi un moyen de répondre à cette question, à cette inquiétude, c'est la question du risque. Parce qu'effectivement, produire de la norme, c'est déléguer la responsabilité, et c'est essayer de construire la fiction d'un monde où l'ensemble des risques ont été prévus et gérés. Alors qu'à l'inverse, simplifier, comme le dit justement Portalis, le rédacteur du Code civil, c'est renoncer à tout prévoir. C'est-à-dire, il y a des moments où il y aura des incidents, des accidents, qui pourront être couverts par une assurance, mais qui ne sont la responsabilité de personne. Ça sera, comme dit Charles Bovary, la faute à la fatalité. Et c'est pas grave, la vie c'est comme ça. Il peut y avoir des accidents.
C'est ce que je voulais dire. Est-ce que votre candidature, et ce mot que vous imposez dans le débat simple, simplicité, simplifié, il n'est pas un peu l'enfant de cette crise incroyable qu'on vient de vivre, et qui particulièrement en France, sans doute dans d'autres pays aussi, mais parce qu'on n'avait jamais vécu, c'était inédit, nous a conduit les pouvoirs publics à prendre des décisions de dingue. Enfin, si on se souvient, la définition du non essentiel, enfin des trucs, je ne reviens pas, tout le monde là. Et on s'est tous, quelque part, comme citoyens et comme on s'est retrouvés désarmés. On se disait, bon, si on met cette règle, on s'est remis à contester la règle. Est-ce qu'on n'est pas tous redevenus, au travers de cette crise, des anarchistes, entre guillemets, en puissance, non pas simplement par opposition à la règle, mais par volonté? Est-ce que cette crise ne produit pas, effectivement, cette demande de liberté, ce qui serait plutôt une bonne chose? Je pense que cette crise, elle a complètement exacerbé le problème. Tout le monde a pu voir en temps réel ce que c'était qu'une administration laissée à elle-même sans aucun contre-pouvoir et qui se met à produire de la norme, qui se met ensuite à regarder les exceptions, et puis sur chaque exception à trouver des sous-exceptions. Ah oui, mais si vous êtes propriétaire de cheval, ah oui, mais si vous promenez votre chien, mais si vous promenez votre chien dans une rue en pente, si vous allez dans un bar, des attestations, on a fait des blagues, quoi. Machin, bon. Et en fait, c'est ce que Montaigne décrit très bien. Plus une loi essaye d'aller dans le détail, plus elle devient folle parce qu'elle doit aller dans le sous-détail, et le sous-détail du sous-détail parce qu'il y a forcément une exception, etc. Et plus elle rate de toute façon... L'interdiction de manger dans les trains, de boire de l'eau... Plus elle rate la singularité de la vie, qui, elle, est toujours hors des cases. Vous savez, les gens disent « moi, je ne tombe pas dans les cases ». Mais personne ne tombe dans les cases, et encore heureux, parce que si on tombait dans les cases, on serait des robots. Donc, cette crise, elle a révélé comment ça marche, et elle a illustré, c'est un formidable exercice pédagogique, le fait que ça, justement, ça ne marche plus. Et que plus personne ne respecte la loi, dans les deux sens du terme, et que la loi est devenue d'ailleurs une espèce d'énorme nudge que les politiques eux-mêmes ne prennent pas au sérieux. C'est-à-dire que maintenant, quand le gouvernement fait une nouvelle loi absurde, il vous dit qu'il va y avoir une période de tolérance. Comme il sait que ce n'est pas applicable, on tolère. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on introduit de l'arbitraire, qu'on avoue qu'en fait la loi, c'est un peu à sa convenance parce qu'effectivement elle n'est pas vraiment applicable. Et tout ça paraît, c'est exactement le sens de ce qu'a dit Emmanuel Macron quand il parlait d'emmerder les non-vaccinés. La loi, elle est là pour obliger les gens à se vacciner, ou bien pour considérer qu'on a le droit de ne pas l'être, et à ce moment-là, laisser les gens tranquilles. Elle n'est pas là pour créer une souricière où, petit à petit, on vous incite, on vous piège pour adopter un certain comportement. Et donc, c'est très révélateur d'une conception de la loi qui est devenue complètement folle. Et je lisais il y a quelques jours un article sur l'insécurité fait par un chercheur qui disait l'insécurité vient aussi du fait que la loi n'est plus respectée parce qu'elle n'est plus respectable. Et que du coup, les gens n'ont plus de limites. Et quelque part, moi, ce pourquoi je plaide, c'est quelque chose d'assez basique. Je plaide pour l'état de droit. Il y a des lois simples, mais très solidement respectées, et où ensuite, on est libre de faire tout ce qui n'est pas interdit. Et j'ajoute, d'un point de vue culturel, que cette crise, elle a aussi généré une envie de simplicité au sens peut-être plus moral du terme, de revenir à la nature, de revenir aux équilibres naturels, d'avoir un contact plus direct avec autrui, et de moins consommer aussi, d'être dans une forme de sobriété, de dépouillement. C'est un peu ce que j'ai expérimenté à cheval à titre la plus existentiel et personnel. Et donc je pense que ce thème administratif rejoint aussi un thème moral et philosophique qui est celui de la vie simple et qui est complètement adapté au siècle qui vient. Donc une forme de solution à nos problèmes. Oui, vous avez évoqué la notion de nudge qui est très à la mode, donc, et Thaler et Stein qui ont pondu un peu ce concept parlent précisément de paternalisme libertarien. Et c'est un peu ce que vous expliquez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui aussi, il y a au sein de la société un certain nombre de personnes pour qui cette prise en charge par l'État leur convient tout à fait. Ça a été aussi une des leçons de la pandémie, c'est-à-dire qu'à un moment, les gens se replient sur leur sphère privée, alors peut-être dans un milieu plus urbain, et ça les satisfait tout à fait. Là, souvent, vous citez des exemples de gens qui sont dans un milieu rural, souvent, qui ont affaire à des problèmes qui ne se posent pas dans un milieu urbain. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un déséquilibre dans votre appréciation de ces citoyens? Alors d'abord sur le paternalisme libertarien et le nudge, moi je pense que le paternalisme ne peut pas être libertarien, c'est pour ça que je suis très opposé au nudge, parce que maintenant les neurosciences arrivent à un degré de précision tel que en fait on oriente de manière quasiment contrainte les comportements des gens. C'est pas qu'ils sont libres et qu'ils ont un petit nudge, c'est qu'ils sont complètement acheminés. Le pass vaccinal, c'est ça. Le pass vaccinal, les algorithmes dont j'ai parlé dans d'autres ouvrages et dans d'autres contextes.
Quant à la population, moi je pense que la différence n'est pas entre les urbains et les ruraux. J'ai été dans des cités où les gens ont des problèmes d'allocation sociale, de RSA. Et là, c'est le même enfer, parce que pour remplir un RSA, ça prend 120 jours. C'est un formulaire de 10 pages avec des sigles que ni vous ni moi ne sommes capables de comprendre. Et quand par miracle vous l'obtenez, ensuite, il y a des contrôles, il y a des inspections, des CAF qui peuvent venir chez vous. Il y a des commissions pour voir si vous méritez toujours votre RSA. Bref, vous avez tellement peur de le perdre que vous ne bougez plus le petit doigt, vous ne bougez pas de département, sinon il faut changer de dossier, c'est l'horreur. Si vous reprenez un petit truc en auto-entrepreneur, vous le perdez, donc c'est l'horreur aussi, parce qu'après il faut le redemander. Et donc, cette pression, même ce burn-out administratif, puisqu'une députée avait posé une proposition de loi sur la question du burn-out administratif, elle concerne aussi bien l'agriculteur que le demandeur de RSA dans les banlieues, que un peu n'importe qui. La vraie différence, c'est entre ceux qui sont proches des centres de pouvoir et d'information et ceux qui ne le sont pas. Et ça, il y en a partout, que ce soit dans les provinces ou dans les villes. Ce n'est pas une question de niveau de revenu, c'est une question de connaissance. Et ça introduit une injustice en effet très forte, parce qu'on voit bien par exemple que les grosses municipalités n'ont aucun problème à avoir des cabinets qui vont faire tous les dossiers de demande de subvention possibles pour répondre à tous les appels à projets lancés par le gouvernement pour avoir un maximum d'aide pour pouvoir faire plein de travaux d'embellissement et autres dans les villes, et que les petites communes en sont complètement incapables. Pareil sur les contribuables. Vous avez aujourd'hui les 0,1% des plus gros patrimoines qui payent moins de 10% d'impôts sur les successions. C'est le rapport du Conseil d'analyse économique, parce qu'ils ont réussi à tirer toutes les ficelles des nombreuses niches qui existent là-dedans, alors que vous avez un petit nombre de contribuables qui payent 50%, qui fournissent 50% des recettes parce qu'ils sont dans la mauvaise case, qu'ils sont morts trop tôt, qu'ils ne sont pas organisés, qu'ils n'ont pas d'enfants biologiques. Donc, dans tous les domaines, vous retrouvez en fait cette partition. Sur les entreprises, c'est pareil. Aujourd'hui, les DAF des entreprises sont harcelés au téléphone par des gens qui leur proposent de leur obtenir un crédit d'impôt recherche, par exemple, contre 20 ou 30% de la somme récupérée. Alors dire, oh, vous occupez pas, moi je peux maquiller un peu ce que vous voulez en R&D, je sais cocher les cases. Voilà. Donc vous avez toutes ces espèces de vautours de la complexité qui sont des improductifs et qui font figure de courroie de transmission au fond entre le citoyen et l'administration, et qui renforcent encore ces inégalités, parce qu'il y a ceux qui peuvent se les payer, qui y ont accès, et les autres. Alors vous parliez de solutions radicales, parce que quand on vous écoute, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors il y a eu ce phénomène, cette colère qu'on a vu aussi monter dans le pays, beaucoup de gens qui sont montés, les gilets jaunes, etc., sur des débats qui étaient très très multiples. On sent bien qu'il y a aujourd'hui une énergie potentiellement libérable dans cette France qui est à un moment, ce serait intéressant que vous nous disiez comment vous la ressentez, vous qui l'avez vu de partout, mais est-ce que du coup, si on enlève toutes ces règles, il se passe quoi ? C'est quoi la méthode, la démarche que vous proposez ? C'est de les retirer, de dire aux gens on va les recréer ensemble, ou alors il y a quelqu'un de génial qui arrive en disant voilà, il y a 10 règles, et puis après vous débrouillez ? Je pense que sur les gilets jaunes, le sentiment qui est prévalent dans le pays et qu'on retrouve parfaitement dans le livre que Anne Niva a écrit récemment, après justement de longs reportages au cœur des villes moyennes françaises, la France de face, c'est le sentiment de ne pas maîtriser son destin, que c'est d'autres qui décident. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard. Ça vient d'en haut, c'est Paris, quoi. Voilà. Et c'est pas un hasard si une des premières propositions des Gilets jaunes, c'était le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Moi, je suis opposé pour d'autres raisons, mais je comprends très très bien d'où ça vient. C'est dit qu'on n'arrive pas à maîtriser. Vous êtes opposé parce que c'est pas la bonne méthode pour vous ? C'est pas la bonne échelle. Moi, je suis favorable au référendum à portée contraignante, mais en local. Parce que c'est en local qu'on apprend la démocratie, c'est-à-dire ce qui s'est passé en Suisse, où les Suisses ont exercé la démocratie locale pendant des siècles avant de passer au référendum national. Donc disons juste, mettons les pierres les unes après les autres et commençons par le local. Alors revenons sur la démarche, votre méthode. Mais, et donc, la méthode, nous l'avons baptisée projet Portalis. Alors ce que nous avons fait, c'est que d'abord nous avons réuni des témoignages. On a passé 3 mois, alors là pas à cheval, à refaire un tour de France sur tous les territoires et à prendre en note les problèmes des gens avec l'administration, la bureaucratie en général. Sur un petit carnet, à chaque fois je notais des quantités de sigles, de nouveaux sigles que j'apprenais à chaque tournée avec des entrepreneurs, des associations, en faisant du porte-à-porte, enfin en voyant qui voulait bien me voir. Et puis on a récolté plusieurs milliers de témoignages grâce à un site et puis manuellement. Et tous les lundis, on les faisait relire par une équipe de juristes en droit public qui donnait une petite synthèse. Et à la fin de tout ça, on a fait travailler ces juristes
On dit, c'est vraiment pas possible d'arriver à démêler ce truc norme par norme, mais ça c'est ce qu'on essaye de faire à chaque quinquennat, c'est les énièmes commissions. Le choc de simplification qui ne se produit jamais. Il ne se produit jamais parce que la matrice, le moteur, il reste là. Donc, on a beau... voilà. Bon, et donc, on a dit, il faut un moment de refonte institutionnelle, et donc il faut que ça soit une priorité politique. C'est pour ça que le projet que je porte a cette simplification comme matrice absolue. Ce n'est pas un projet parmi d'autres, c'est le cœur de ce que je propose, c'est un projet de société. Il faut que ça soit une priorité politique, et puis surtout, il faut le faire de manière systémique, pas norme par norme, mais remonter aux grands principes de chaque code et dégager le reste. Donc ne pas regarder quelles normes on enlève, mais quelles normes on garde, et réécrire, recodifier l'ensemble de notre droit. On a 2 bons exemples dans notre histoire, c'est pratique, l'un ancien, l'autre récent. Ancien, c'est donc Portalis, c'est tous ces juristes nommés par Napoléon qui, en 2 ans, réécrivent le droit français, parce que Napoléon dit c'est quoi cette espèce de magma du droit féodal. Et ça donne le Code civil. Ça donne notamment le Code civil, et dans ses mémoires, Napoléon explique bien que cette simplicité est son œuvre première, et que cette simplicité vaut mieux que toutes les lois. Donc on l'a déjà fait. Donc on l'a déjà fait. On l'a déjà fait, avec des traditions qui dataient effectivement. Exactement. C'est exporté d'ailleurs. Toute l'histoire de France a été... On l'a déjà fait, donc je dis, on a de quoi, on a en fait dans notre histoire un bon modèle. Et puis, il y a quelques années, je crois sous le quinquennat précédent, le gouvernement avait demandé à 2 éminents juristes, au-dessus de tout soupçon, Robert Badinter et Antoine Lyon-Camp, de réécrire, de dégager les grands principes du Code du travail. Ils y ont passé 1 an, une commission avec des juristes, et puis ils en ont fait tirer 61 principes sur 5 pages, parfaitement compréhensibles, lisibles, et ça c'est beau, ça c'est du droit, c'est comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ça tient sur 1 page. Et nous ce qu'on dit c'est, ça en fait, c'est le Code du travail, point barre. Et on fait la même chose sur tous les codes, surtout pour qu'il n'y ait pas de jaloux, qu'on ne nous dise pas vous prenez à celui-ci mais pas à celui-là. On fait la même chose sur tous les codes. On aboutit à 5000 grands principes du droit, c'est quand même pas mal. Donc ça veut dire au lieu de 500 000, quoi, en gros. Voilà, donc on divise par 100, c'est ça notre promesse. Divisé par 100, non ? Divisé par 100. Ensuite, on en fait un petit livre qu'on donne à tous les Français. Et voilà le droit qui s'applique en France. Nul n'est censé ignorer la loi. On l'apprend à l'école. Tout le monde peut la comprendre. Si on faisait un peu de droit à l'école, ça pourrait être pas mal. Prendre par cœur, le réciter. On apprenait les départements. Le beau droit, c'est joli en plus, c'est de la belle langue. En parallèle, l'idée n'est pas de supprimer des fonctionnaires de manière comptable, l'idée est de redonner du sens à la fonction publique. Et pour ça, de leur proposer d'aller sur le terrain, d'ouvrir des maisons du citoyen partout en France, où le fonctionnaire de base sera habilité à prendre des décisions. Donc vous ouvrirez votre grand livre rouge du droit français, vous direz moi je pense que voilà comment j'ai le droit de faire ma ferme auberge. Je prends la ferme auberge parce que c'est l'exemple qui ouvre notre livre, parce que c'est vraiment la chose la plus simple de l'histoire de l'humanité de faire une ferme auberge. C'est la première chose qu'a fait l'humanité sédentarisée. J'élève des bêtes et je les sers à manger. Et aujourd'hui, pour faire une ferme auberge, c'est l'horreur, parce que ça ne tombe pas dans les cases. Donc du coup, la ferme est en GAEC, l'auberge en SARL, il faut reporter les heures de l'un sur l'autre. Elles sont limitées dans le temps pour continuer à avoir les aides-PAC. Si le produit est transformé, il tombe dans le GAEC. S'il n'est pas transformé, il tombe dans la SARL. Bref, les gens deviennent des comptables de profession pour pouvoir gérer leur exploitation. Le fonctionnaire, lui, est juste un contrôleur. Il devient un contrôleur. Et voilà, d'ailleurs, souvent, vous racontez, je crois que ce sont souvent les femmes. Souvent les femmes qui font la paperasse. Font l'impôt papier. Avant, les femmes faisaient la couture, et maintenant, elles font la paperasse. Une sorte de division du travail. Donc c'est aussi une forme d'émancipation féminine que de simplifier notre environnement normatif. Et bien, dans mon système demain, cette dame ouvrira le gros livre rouge, verra à peu près les grands principes qui régissent son activité, ira confirmer ça à la maison du citoyen en disant « Bonjour monsieur », avec un être humain, il expliquera son problème, il dira « Est-ce que donc vous pouvez me valider ça ?» Et la décision du fonctionnaire de terrain, qui aura le droit évidemment d'en référer à son administration centrale, mais c'est lui qui se débrouille. On ne veut pas savoir, nous, ce qu'il y a sous le capot de la machine. Nous, on ne veut pas connaître les sigles. On n'a pas un seul sigle à connaître en tant que citoyen. On vit notre vie, c'est tout. Et ensuite, il pourra délivrer un rescrit administratif qui donnera quoi ? Une sécurité juridique. On renverse la charge de la preuve. Sécurité juridique. Et c'est ça dont les gens ont besoin. Ils ont besoin de comprendre que c'est pareil, la même logique avec le revenu universel. On a besoin d'avoir une sécurité pour subvenir à ses besoins de base. Ben là, on sait que notre activité, elle est d'équerre. Et donc, on peut y aller, on peut l'étendre. On n'est pas constamment sous la menace de la commission ou de l'amende. Alors justement, je voulais revenir sur un point que vous avez évoqué plusieurs fois, c'est cette question des sigles. On a l'impression aussi qu'il y a une langue qui détruit
la langue que les gens parlent chez eux normalement. Et là, tout d'un coup, ils doivent apprendre une autre langue à base de sigles. Et il y a toute une technique de langage qui ne va pas de soi, qui n'est pas naturelle. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui peut être changé? Et Sylvain Tesson, quand il écrit Les Chemins Noirs, dit que si Flaubert devait écrire par les chants et les grèves aujourd'hui, il écrirait par les ac et les up. Et il était frappé lui-même de voir qu'il allait dans les auberges et qu'il se trouvait en fait dans des espèces de monstres administratifs qui avaient des problèmes de est-ce que je suis qualifié en chambre d'hôte ou pas, est-ce que je dois mettre une porte coupe-feu ou pas. Et donc tout le monde finit par apprendre, par prendre une deuxième langue, en fait, qui est une langue d'acronyme, qui est une langue très laide. Et par ailleurs, et à côté de ça, on détruit les patois et on détruit les dialectes. Moi, je préférais qu'on réapprenne les dialectes et la langue bretonne. Parce que quand on nous dit l'administration, vous savez, maintenant, les politiques disent « Ah non, non, il faut la langue d'administration, c'est le français, on réhabilite l'édit de Villers-Cotterêts, on ne veut pas de la co-officialité de la langue corse. » Et en même temps, on nous impose la co-officialité de la langue des sigles que chaque citoyen est obligé d'apprendre. Et je disais souvent à mes interlocuteurs, après avoir noté toutes leurs doléances, en fait, vous savez, vous ne devriez pas avoir à connaître tout ça. Parce que les gens finissent par l'intégrer comme si c'était une fatalité de la vie et qu'il fallait en passer par là. Mais non, c'est nous qui nous sommes constitués ces tourments et c'est à nous de nous en affranchir. Alors, ce qui est amusant en vous écoutant depuis tout à l'heure, je me dis, mais ça a l'air très simple, pour reprendre le mot du mouvement, mais en même temps, c'est de la politique, c'est-à-dire qu'il faut être président de la République pour faire ça. Vous dites, je suis capable de prendre 500 000 normes, de les transformer en 5 000 trucs que tout le monde comprend, même un enfant. Donc c'est faisable, intellectuellement, mais politiquement, c'est s'attaquer à des citadelles, parce qu'à chaque fois, il y a une phrase que j'aime bien sur les niches fiscales, je sais que vous les attaquez aux niches fiscales, je dis souvent sur les niches fiscales, pourquoi on ne les supprime jamais, c'est parce que dans chaque niche, il y a un chien de garde. Et on a l'impression que dans chacune de ces normes, vous avez cité le cas de ceux qui bénéficient, qui sont les vautours, pour reprendre votre expression, de l'impôt papier, de la paperasse, mais il faut donc un pouvoir extrêmement fort, comme l'était Napoléon, vous citiez pour le Code civil, pour imposer cette simplification. Donc il faut être président. Seul un président de la République peut faire ça. Alors c'est bien pour ça, c'est bien le sens de ma candidature. C'est de dire que ce sujet doit être une priorité politique, et que ce soit moi ou un autre, j'espère imposer ce sujet comme le sujet politique numéro 1. Oui, mais il ne suffit pas de le dire, parce que vous l'avez dit, le choc de simplification, ils l'ont tous fait, de Sarkozy à Hollande en passant par Macron. Là, aujourd'hui, c'est Pécresse, Zemmour, enfin, ils sont tous en train de dire on va simplifier. On ne les croit jamais, parce que ça ne se produit pas. Qu'est-ce qui fait qu'avec vous, ça se produirait? Parce que d'abord, nous avons une méthode. D'abord, nous avons une foi. C'est-à-dire que je l'ai vu, j'y crois, et ça m'irrite. Donc c'est quelque chose qui est profondément ancré en moi. Et souvent, le politique manque de ce ressort existentiel. Et puis que deuxièmement, on a une méthode. C'est le projet Portalis, c'est très clair. Voilà comment on va procéder pour le faire. On ne va pas faire une commission de simplification. On va extraire les grands principes de chaque code. Ensuite, on ne pourra pas le faire contre l'administration. On va le faire avec l'administration. Et l'administration, c'est la première à le demander, si on le demande poliment, et si on lui demande démocratiquement. C'est la première victime, presque. C'est la première victime. Regardez, les conseillers d'État sont les premiers à dénoncer l'insoutenabilité de l'inflation normative, à publier des rapports là-dessus, à citer les grands maîtres juridiques, à dire qu'on ne peut plus continuer comme ça. Bon. Mais les fonctionnaires de terrain disent exactement la même chose. Écoutez les soignants qui écrivent des tribunes contre le blabla à l'hôpital. Écoutez les profs qui manifestent dans la rue contre les procédures sanitaires. Écoutez les chercheurs qui publient des tribunes dans le monde en disant que la nouvelle loi leur impose 165 critères pour les projets de recherche et qu'ils ne peuvent plus faire leur travail. Écoutez les policiers qui sont de plus en plus nombreux en effectif net, mais de moins en moins sur le terrain parce qu'ils passent leur temps au commissariat à faire de la paperasse. Les fonctionnaires eux-mêmes vous disent ce message. Il y a aujourd'hui un mal-être dans la fonction publique qui est l'objet de nombreux rapports. Il y a de moins en moins d'ailleurs de jeunes qui veulent devenir fonctionnaires. Pourquoi? Parce qu'on est exactement dans le processus décrit par David Graeber, les bullshit jobs, les process. Donc, quand vous remettez les fonctionnaires. La crise Covid, il n'y avait pas assez de lits à l'hôpital, c'était en grande partie parce qu'il y a beaucoup trop d'administratifs aujourd'hui qui ne voient jamais les malades. Il y a 10 à 15% de plus d'administratifs dans l'administration française, de gens qui sont dans le back-office, que dans les pays voisins. Et remettez ces gens sur le terrain avec comme mission d'aider, de donner conseil, mais ils sont beaucoup plus heureux eux-mêmes, et tout le monde sera plus heureux. Et voilà une bonne manière de redonner du lien social et du sens à nos vies. Est-ce qu'il n'y a pas non plus un problème de responsabilité? C'est-à-dire que
cette inflation de normes. Alors c'est bizarre parce que la manière dont vous le décrivez, on a l'impression que ça se fait, mais comme on disait avant, c'est un procès sans sujet. C'est-à-dire on ne sait pas qui commande ça, puisque tout le monde veut simplifier. Et donc du coup, est-ce que, je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure à propos du nudge, est-ce qu'il n'y a pas quand même une volonté de déresponsabiliser qui trouve une demande dans ce sens? Mais moi, je pense qu'il y a d'un côté un cercle vicieux qui est que l'infantilisation produit des comportements infantiles. On a tous triché pendant la pandémie, on s'est tous mis 3 attestations dans les poches, on a tous eu peur du gendarme plus que du virus. Mais qu'à l'inverse, la responsabilisation crée des comportements rationnels et vertueux. Et moi, c'est ce que j'ai vu dans toutes les expériences étrangères liées un peu à ce type de sujet, autour de la liberté, que ce soit les communes suisses, quand elles votent la loi en assemblée cantonale. Je trouve ça remarquable de voir que quand les gens ont vraiment la responsabilité de ce qu'ils vont porter, parce que leur vote va compter, et ben tout d'un coup, ils font attention. Quand vous donnez aux gens un revenu universel au Brésil, et qu'ils savent que c'est de l'argent qui leur est véritablement donné, mais qu'ensuite ils en sont responsables, ils vont décider eux-mêmes de leur vie, tout d'un coup, ils en ont une approche extrêmement précautionneuse. Quand vous légalisez les drogues au Colorado, et que donc vous dites aux gens, maintenant vous pouvez fumer, mais voilà les conséquences, avec une politique de santé publique, avec des normes d'hygiène, tout d'un coup les gens se responsabilisent. Donc voilà, créer un espace de liberté, c'est permettre aux gens de développer une forme de maturité. Alors, du coup, est-ce qu'il n'y a pas quand même la question que vous évoquez d'ailleurs dans votre programme de la spécificité française qui est cette présidence, c'est-à-dire où on a l'impression d'élire chaque 5 ans quelqu'un qui est comme une sorte de prophète qui va nous sauver de tout. Et en définitive, on s'aperçoit que tous ces présidents, sans remettre en cause leur volonté de faire bien, se heurtent systématiquement au même problème qui s'amplifie. Et je dirais aussi la question du Parlement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui notre Parlement est juste une sorte de caisse d'enregistrement, d'une certaine manière, de ce qui est décidé ou à Matignon ou à l'Élysée. Oui, évidemment, la logique de ce que je défends s'applique à l'ensemble des domaines et de manière assez naturelle et conforme d'ailleurs avec ma famille doctrinale. Je suis opposé à l'élection du président de la République au suffrage universel, à cette espèce de rencontre toujours ratée entre un homme et un peuple, à cette hyper-personnalisation du pouvoir qui fait qu'on reporte tous ses maux ou tous ses bonheurs sur un homme qui devient responsable de tout et qui, de fait, n'est responsable de rien. Il est quand même responsable de la guerre. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que vous voyez bien ce qu'on a vu pendant la crise des Gilets jaunes. Il était comptable de tout. On lui reprochait le moindre nid de poule. Évidemment, parce qu'aujourd'hui, le moindre nid de poule, c'est plus la commune qui le traite, c'est le département avec des dispositifs de péréquation compliqués. Et donc, en fait, tout ça vient de l'État. En fait, tout ça vient de Macron. Et puis voilà. Donc, tout ça n'est pas très sain, tout ça n'est pas très adulte. C'est un peu le stade infantile de la démocratie, cette élection présidentielle au suffrage universel. Alors, j'y participe aujourd'hui parce qu'il faut jouer dans les règles du jeu. Mais je pense qu'une autre conception de la présidence est possible, que celle-ci a été incroyablement verticale, incroyablement recentralisatrice sur le plan de l'organisation du territoire, sur le plan des libertés publiques, sur le plan de l'économie. Celle-ci, vous voulez dire Macron? Oui, sur le plan de l'économie, avec ce haut commissaire au plan qui a ressuscité. Et qu'on peut gouverner, diriger, présider autrement, plus modestement, quelque part, s'en tenir à ces grandes orientations, le projet Portalis, l'autonomie locale, le revenu universel, et ensuite laisser le gouvernement gérer les affaires courantes en étant véritablement responsable devant les chambres. Et j'ajoute que dans un système où la loi est simple, on n'a plus que 5000 principes, le rôle du Parlement est moins de faire constamment la loi que de contrôler l'action du gouvernement, qui est d'ailleurs son rôle constitutionnel premier. Et donc moi je préfère un Parlement qui passe beaucoup plus de temps à faire de l'évaluation ex ante, ex post, et à contrôler l'action des ministres en disant attention, là vous touchez aux libertés, attention, ça c'est pas possible, qu'un Parlement qui passe son temps à légiférer, en effet. Alors parlons un petit peu de la décentralisation, justement, parce que vous avez parlé beaucoup de vos déplacements en France, et c'est vrai que vous appelez à ce que vous appelez un pacte girondin, c'est pas la première fois qu'on entend ça dans une élection présidentielle. Il y a eu plusieurs actes de décentralisation, même dans cette présidentielle-ci, beaucoup en tout cas, disent qu'ils veulent faire un nouvel acte de décentralisation. Ça serait quoi la décentralisation de Gaspard Koenig? Alors, le problème simple décentralisation, mais ça veut dire que les précédentes n'ont pas résolu le problème, non, en tout cas. Parce que les décentralisations aujourd'hui sont conçues de manière centralisée. C'est-à-dire qu'on dit on construit depuis Paris les ensembles régionaux, départementaux. On dit c'est ça, la Grand Est, c'est ça, etc.
Et puis après, on définit les compétences et qui va les exercer. Et d'ailleurs, on en retire aujourd'hui aux communes pour les mettre dans les intercos, puis on en redonne aux régions, et puis voilà, on fait son petit jeu comme ça depuis les bureaux. Donc d'un côté, en fait, les acteurs locaux sont simplement quasiment des exécutants de la politique gouvernementale, donc c'est pas tellement qu'on décentralise, c'est qu'on leur délègue des compétences. Et par ailleurs, comme ils n'ont plus quasiment aucune autonomie fiscale, ils vont constamment aller demander de l'argent à l'échelon du dessus, département, région, État, puisque aujourd'hui, quand vous êtes locataire d'une commune, vous n'avez plus aucun lien. Dans une vraie décentralisation, fiscal. il faut refaire une réforme fiscale avec des échelles. Dans une vraie décentralisation, il faut faire de la décentralisation à partir du bas. C'est ce qu'on appelle, de manière un peu pédante, la subsidiarité ascendante. Et le principe, c'est le plus petit échelon détermine les compétences dont il ne veut pas se saisir et les délègue à l'échelon du dessus, et ainsi de suite jusqu'à l'État, qui est la voiture balai, qui récupère ce dont personne ne veut, ce qui est son rôle. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'évidemment, quand vous assumez des compétences, vous assumez les responsabilités, y compris fiscales, qui les accompagnent, et que par ailleurs, vous aurez une organisation du territoire qui sera modulable et qui sera en fait spécifique à chaque région. Il faut que les régions, que même les ensembles régionaux, émergent par auto-identification depuis le bas, par ordre spontané, et pas depuis le haut. Ça ne sert à rien de faire une énième réforme, dit à millefeuille territoriale. Oui, ça ne sert à rien de faire une énième réforme disant on supprime les départements ou les régions, machin, parce qu'il y a des endroits où le département fait sens. Dans les Hautes-Alpes, ça fait sens d'avoir un département. En Île-de-France, ça ne fait pas sens. Ça dépend. Et donc, il faut trouver les structures institutionnelles pour que ce processus puisse se faire depuis le bas. Nous, ce qu'on propose, du coup, très concrètement, c'est que, les communes puissent sortir de leurs intercommunalités, récupérer les compétences qu'elles souhaitent. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, on enlève aux communes la compétence de la gestion de l'eau. Avec cette logique terrifiante, verticale, néolibérale pour le coup, de l'efficience. En disant, plus on gère ça d'en haut, c'est le rêve du gouvernement qu'il n'y ait plus de communes, plus c'est géré par des gros ensembles, plus c'est efficace, les communes elles ne savent pas faire, etc. Mais pour une commune de montagne, une commune corse, une commune savoyarde, qui a sa source, qui gère son eau depuis des siècles, qui sait faire, qui se l'est appropriée, ça va au-delà de la question. D'abord, je pense que c'est efficace, et de toute façon, ça va bien au-delà de la question économique, c'est une question culturelle et anthropologique, de maîtriser son territoire. Et leur ôter la gestion de l'eau, c'est un acte d'une violence inouïe, surtout quand on sait à quel point l'eau est déterminante pour notre vie, et aussi dans le siècle qui vient, siècle de changement climatique et de probables bouleversements climatiques. Donc, c'est un bon exemple. Vous avez d'un côté les néolibéraux qui disent « hop, on remonte le niveau », et de l'autre côté les vrais libéraux qui disent « non, 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 ceux qui veulent s'associer le font, aucun problème, mais les autres peuvent gérer à leur échelle, même s'il y a des effets de bord, d'inefficience, pas grave. C'est le moteur. Voilà. On propose également que les départements puissent fusionner ou se scinder, suivant leur volonté propre, et que chaque collectivité puisse prendre l'autonomie qu'elle souhaite. Donc quand les Corses, moi j'ai commencé ma campagne par la Corse, de manière symbolique. Première fois d'ailleurs, je crois, dans l'histoire de notre Ve République, une campagne présidentielle commence par la Corse, en disant que, évidemment, que j'accueille de bon cœur leur demande d'autonomie, de plein droit et de plein exercice. En revanche, ce que je ne veux pas, c'est d'inscrire le peuple corse dans la Constitution. Parce que pour moi, toute collectivité française devrait pouvoir assumer cette autonomie si elle le souhaite. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler que l'Alsace-Moselle possède une autonomie de plein droit et de plein exercice bien supérieure à ce que demandent même les Corses aujourd'hui. Ils ont leurs droits bancaires, leurs droits assurantiels, leur sécurité sociale, leur concordat, des choses vraiment extrêmement structurantes. Est-ce que ça gêne quelqu'un? Non. Est-ce qu'on en parle pendant les campagnes présidentielles? Jamais. Est-ce que les Alsaciens se sentent moins français que les autres? Absolument pas. C'est quand même bien la preuve qu'on peut gérer les territoires de manière extrêmement spécifique, qu'on peut cultiver ses singularités et, d'autant mieux, faire partie du grand tout national. C'est pour ça que quand on dit la République est une et indivisible, on se trompe en accolant ces deux termes. Pour qu'elle soit une, il faut qu'elle soit divisible. Il faut qu'elle soit diverse. La République, elle est une et diverse. Voilà ce que je proposerais volontiers de mettre dans la Constitution. Alors, le personnage qui est clé quand même dans toute votre réforme, c'est le maire. Alors, pourquoi le maire? Pourquoi pas le département? D'abord parce que le maire donne des parrainages. Ça, j'ai bien compris. Le maire est votre ami, déjà. Mais c'est aussi parce que le maire, c'est le personnage où qu'on soit, on peut l'alpaguer, si j'ose dire, exactement. Lui dire, voilà, ça va pas. Le maire est magistrat, ministre, c'est le premier magistrat de son c'est territoire. compliqué. Donc c'est celui qui est
bien au courant des problématiques de terrain, d'une certaine façon. Non, mais ça, très sérieusement, c'est ce que j'ai vraiment vu dans mon Tour de France. Parce que quand j'arrivais avec ma pauvre jument, tout crasseux, avec des problèmes jusqu'à la tête, un fer, une jument qui a déféré, je cherche un veto, etc., quelqu'un qui peut me donner du foin. Au bout de deux visites, je tombe sur le maire. Parce que quelqu'un va appeler le maire. Et le maire, il passe en fait dans les petits villages. C'est un président d'Assos qui passe sa vie au téléphone pour régler les problèmes de véhicules qui s'embourbent, pour régler les conflits entre voisins, pour s'occuper du pauvre type qui arrive avec son cheval. Voilà. Et donc, j'ai vraiment constaté à quel point c'était un élément d'existence commune complètement central. Et ce truc technocratique de dire le maire ne sert à rien, il y a trop de communes en France, regardez dans les autres pays c'est tellement mieux, on va supprimer les petites communes, c'est ça vraiment l'obsession des derniers gouvernements. Je pense que ça rate complètement le sens de l'histoire, le sens des communautés, que nous avons la chance justement d'avoir ces ensembles cohérents, ces villages, qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot, parce que, et la réforme du revenu universel d'ailleurs permettra d'accélérer cette tendance, il y a une vraie volonté néo-rurale d'aller repeupler ces villages, de travailler à distance, et je pense que c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose qui va vraiment redonner vie à nos territoires, c'est quelque chose qui peut vraiment rendre notre pays encore plus prospère, divers et habité, et que de ce point de vue-là, le maire va reprendre tout son sens, enfin, il n'a jamais perdu, mais c'est un élément central. Et qu'effectivement, de tous les élus, il a la confiance des habitants. Et quand on dit « Ah oui, mais pourquoi personne ne vote au départemental et au régional ?» C'est trop loin, les gens ne savent pas. Et maintenant, on nous dit « Ah oui, mais c'est les intercos qui ont le pouvoir, donc on va élire le président d'interco au suffrage universel. » Mais les gens n'iront pas voter, c'est trop, les intercos c'est 25 communes, on ne sait pas où c'est. Le maire, on le connaît, on peut le croiser dans la rue, il est effectivement, comme disent souvent les maires, à portée d'engueulade ou à portée de baffe. Et c'est un élément essentiel pour fonder une société au plus petit échelon. C'est ce que disait Tocqueville, la démocratie, elle commence par la commune. Alors, parlons un petit peu maintenant d'économie on a parlé des grands principes. Alors, vous avez 2 ou 3 grandes réformes sur lesquelles vous voulez faire porter votre candidature. La première, elle concerne la libération, j'allais dire, du travail au travers de ce revenu de base. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer qu'est-ce que serait ce revenu de base? C'est une idée sur laquelle votre think tank a beaucoup travaillé. Mais s'il devait le proposer donc en 2022, il prendrait quelle forme et comment le mettre en place? Qu'est-ce que ça changerait? Alors d'abord, le revenu universel, c'est-à-dire l'idée de donner la même somme à tout individu à partir de 18 ans, tous les mois, et ce tout au long de son existence, et qui permet de subvenir aux besoins de base. Et quelque part, une idée philosophique importante dans une société prospère, où on dit, parmi nos droits, il y a le droit de ne pas mourir de faim, le droit de s'habiller, le droit d'avoir accès à l'énergie, le droit d'avoir un toit sur la tête. Aujourd'hui, ça s'appelle les revenus d'assistance, dans la version technocratique. Mais maintenant, justement, ça prend une forme qui reste encore engluée dans la notion de charité. Alors, il faut des contreparties, et puis il y a plein de systèmes de vérification. C'est assez humiliant et stigmatisant, parce qu'il faut vérifier que vous êtes pauvre, il faut vérifier que vos revenus, ceci, cela. On parle d'assistanat. Et effectivement, ça génère un système d'assistanat où, comme on le disait précédemment, les gens sont coincés dans leur identité de pauvre et dans une bureaucratie sociale qui les empêche d'en sortir. Avec un revenu de base, d'abord tout le monde a le même, donc c'est absolument pas discriminant. Et ensuite, ça vous permet justement de vous projeter dans l'avenir avec une vraie stabilité et donc d'entreprendre. Et ce que montrent toutes les expériences de revenu universel dans le monde, que ce soit en Inde, en Namibie, au Brésil, en Finlande, aux États-Unis, etc., c'est que le taux d'activité augmente. Parce qu'une fois qu'il y a cette stabilité-là, vous ne cherchez plus tous les mois à joindre les deux bouts, mais vous allez faire quelque chose de votre vie. Ça libère les énergies. Ça libère complètement. Alors, par ailleurs, vous éliminez tous les effets de seuil, c'est-à-dire toutes ces tensions qui sont créées parce que certains vivent davantage des revenus d'assistance que certains qui travaillent, c'est vrai aussi. Tout ça, c'est mécaniquement éliminé par un revenu universel. Donc ça simplifie l'impôt. Ça simplifie l'impôt et ça simplifie le système social. Donc, maintenant, comment ça marche concrètement? D'abord, on fait ça à budget constant. Nous, dans tout notre programme, c'est un programme de simplification à droit et budget constant. C'est un programme à la fois très radical et c'est un programme qui ne bouleverse pas les grands équilibres juridiques et macroéconomiques de notre société. Alors, comment je fais ça? Nous avons calculé, avec donc Marc de Basquiat, cet expert avec qui on a publié de nombreux rapports sur le sujet, que si on donnait un revenu de base de l'ordre de 500 €, c'est-à-dire c'est l'ordre du RSA, c'est pas le Pérou, okay, de 500 €, il faudrait pour le financer un impôt sur le revenu, comprenant aussi une partie du système de santé, de 30% sur l'ensemble des revenus capital et travail, se substituant, lui, à un certain nombre d'impôts dont l'IR, le revenu de base, se substituant au RSA, à la prime d'activité, aux allocations familiales, etc. Et alors, ça marche comment? C'est les 500 €, c'est un crédit d'impôt.
et les 30%, c'est une flat tax. Et vous n'avez plus que 2 paramètres dans votre système socio-fiscal. 30%, 500. Ça veut dire que vous calculez à la fin de chaque mois la différence entre les 30% que vous devez et les 500 € que l'on vous doit. Si vous gagnez peu, sous 1 700 € en fait, vous allez toucher du cash, parce que la différence va être négative. Si vous êtes au-dessus, vous allez payer l'impôt, moins 500, mais ça sera absorbé, ça ne se verra pas, ça sera virtuel. Donc je prends un exemple très concret. Vous n'avez rien. Plutôt que d'avoir à demander à faire toutes ces procédures, être dans l'insécurité, etc., boum, vous recevez vos 500. Et on a bien vu avec la crise Covid, des gens qui étaient dans l'événementiel, qui n'avaient aucune économie, mais qui étaient dans des milieux de fêtes. Tout d'un coup, ils se retrouvent avec rien. Ah, là, ils ne savent pas du tout quoi faire. Ils ne sont pas du tout dans le système social habituel. Dans le cas de figure universel, ils auraient eu les 500 sans avoir rien à demander à personne dès le mois d'après, parce que c'est automatique, c'est calculé sur les revenus du mois précédent. Donc, touche 500. Ceux qui sont entre 0 et, disons, 1700, c'est-à-dire le revenu médian globalement en France, se voient automatiquement accorder un bonus, un peu de cash en plus, qui fait que le travail paye toujours, parce qu'à chaque euro gagné, vous avez 70% de plus dans votre poche, donc il n'y a plus les effets de seuil, et qui offre un coussin de stabilité à tous ceux qui ont des revenus fluctuants, que ce soit les agriculteurs qui peuvent finir avec 300 € à la fin du mois, que ce soit les travailleurs des plateformes, qui peuvent gagner 500 € un mois, 1 700 € l'autre mois, et qui... Ça permet de lisser les différences. Ça, surtout, pour les gens, ça donne un espèce de confort minimal. Par exemple, l'agriculteur à 300, en fait, il touchera dans mon système, vous voyez, 30% de 300, 100, arrondissons, moins 500, 400, donc il touchera 300 plus 400, 700. À la fin du mois, il touchera 700 plutôt que 300. Et l'agriculteur, il est dans l'espèce de zone grise où il est ni salarié, donc en CDI, machin, ni dans un milieu où il connaît le système social. Bon, et là, c'est quelque chose qui est immédiatement ajusté à sa situation. Moi, j'ai visité une entreprise à Valence il y a quelques semaines, dans le cadre de ma campagne, où on me disait les ouvriers ne font pas d'heures sup parce qu'ils perdent la prime d'activité et que du coup, ils gagnent moins au final. Dans mon système, tout ça, c'est impossible, parce que ça se substitue aussi à la prime d'activité, ça ajoutera mécaniquement à leur salaire. Ça permet de corriger les désincitations. Exactement. Et ça donne aussi un début de réponse à la question des travailleurs pauvres. Et au-dessus de 1 700, vous payez l'impôt. Et là, vous avez éradiqué les niches fiscales. Tout le monde paye le même impôt, moins 500. Donc, au moins, ça a le mérite d'une visibilité parfaite. Donc, voilà. Plus d'impôts progressifs. En fait, c'est progressif. C'est progressif parce qu'à 1 700, vous êtes à 0 brut d'impôt. Puis, plus vous touchez, plus vous allez vous rapprocher des 30%. En réel. On a déjà eu cette discussion maintes fois. Ça paraît tellement beau et tellement simple sur le papier, pourquoi est-ce qu'on ne l'a jamais fait? C'est probablement aussi qu'on a parfois dans notre système besoin d'encourager, notamment en matière fiscale, telle ou telle, vous l'avez cité, la politique familiale par exemple, ça peut être, il y a parfois des objectifs à la fiscalité qui sont nobles. Mais non, c'est du nudge, on en parlait au début. Moi je pense que l'État doit être neutre par rapport au nombre d'enfants qu'on fait, il doit aider. C'est pour ça que nous on forfaitise les allocations familiales, on dit 250 € par enfant, c'est tout. C'est tout, c'est autant qu'aujourd'hui. Mais simplement, on n'incite pas en disant on va augmenter la somme à mesure du nombre d'enfants. L'État doit être neutre par rapport au choix des individus. Ça, c'est vraiment profondément dans ma doctrine. C'est un changement complet d'état d'esprit. Séparer la loi et la morale. Et effectivement, ça a le mérite de la simplicité, mais quand vous parlez aux gens qui s'y connaissent vraiment au Trésor, ils considèrent ce système parfaitement rationnel. Aujourd'hui, on a simplement des vrais tabous. D'abord parce qu'il faut individualiser l'impôt, donc en finir avec le foyer fiscal et tutti quanti, code civil pour le coup. Ça, avec la retenue à la source, on y est proche. Non, on n'est plus très loin, mais vous voyez les briques, quand on parlait à Lionel Stoléru, paix à son âme, de ce sujet, qui est économiste, qui travaillait sur des mécanismes approchants depuis les années 70, parce qu'il l'avait importé des États-Unis où il avait étudié de l'impôt négatif friedmanien, il disait que voilà, en fait, brique par brique, on s'en approche du revenu universel et que maintenant, il ne reste plus qu'à faire la bascule. Et à briser un autre tabou qui est la dissociation du revenu et du travail. Et aujourd'hui, vous voyez que même le RSA est lié à une recherche d'emploi. Même si c'est fictif, ça reste comme ça dans l'esprit des gens. Et donc dire de manière tranchée, non, il y a un revenu qui est sans contrepartie, c'est quelque chose qui demande un vrai saut intellectuel, philosophique. Foucault, quand il parlait de ça, culturel, Foucault, quand il parlait de ça, la leçon de biopolitique, disait ça, c'est une vraie révolution. Parce que ça change notre ordre social tel qu'il est instauré depuis la société industrielle, en fait,
et l'idée que c'est la production de valeur qui doit être valorisée dans la société. Alors, il y a un autre débat fiscal dont on parle beaucoup en ce moment, on ne peut pas parler de tout, mais déjà celui-là, parce qu'il est vraiment dans le débat public, c'est l'héritage. Alors qu'est-ce que Gaspard Koenig nous dit sur l'héritage, la transmission, que ce soit d'une maison de famille ou d'une entreprise? Qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'il faut changer dans notre système? Alors d'abord, ça doit être pareil, que ce soit une maison de famille, une entreprise, etc. Pareil, l'État n'est pas là pour juger ce qui est transmis, ce qui avantage ou pas la société. Chacun a des qu'on appelle le fruit d'une vie de travail, souvent, on appelle ça comme ça. Alors d'abord, pour simplifier tout ça, et pareil, même principe à recette fiscale constante. Ce qu'on fait, c'est que, on dit que désormais, on peut léguer à qui on veut, dans les mêmes conditions. Que ce soit son frère, son fils, son petit-fils, son neveu ou son voisin, c'est pareil. C'est un être humain qui décide de léguer à un autre être humain. Et que deuxièmement, ça doit être également pareil, quel que soit l'âge auquel on lègue, donc, que ce soit de son vivant ou que ce soit à sa mort. Donc la donation et la transmission doivent être complètement harmonisées. Enfin, la transmission et la donation et la succession. Pardon. Tout ça, c'est de la transmission. Et comment on fait ça? Eh bien, on bascule la charge du calcul de la fiscalité du donataire au récipiendaire en disant, c'est très simple, chacun a un abattement de 500 000 € dans sa vie. Ça veut dire qu'il peut recevoir des transmissions de toutes sortes de sources, de gens vivants qui font des donations, de gens qui décèdent et qui les ont couchés sur leur testament. Et à partir de 500 000 €, il paye 10% d'impôt. C'est tout. Terminé. Donc c'est l'application de l'impôt négatif quelque part à l'héritage. Exactement. Exactement. Et quand les Français vont vous entendre parler de 500 000 €, alors que la moyenne, je crois, de l'héritage, elle est moins de 150 000. Bien sûr, mais c'est parce qu'on fait ça. Ça va là, ils vont trouver ça énorme. Mais oui et non, parce que en fait, aujourd'hui, 85% des Français, de facto, ne payent pas de droit de succession. Parce qu'ils sont justement sous 500 000 €. Voilà. Donc, pour tous ces gens, surtout pour la plupart des gens, ça ne changera rien. Et pour les gros héritages, 10% ça paraît peu, mais en fait c'est plus que ça n'est aujourd'hui, parce que les très gros héritages sont tellement habiles à se faufiler dans les différentes niches qu'ils payent encore moins que ça. Donc, c'est encore un avantage de la simplification par rapport à la complexité. Vous voyez, la loi Dutreil... Recréer de la justice fiscale par la simplification. Complètement. La loi Dutreil, elle dit, avec toutes sortes de mécanismes compliqués, les transmissions d'entreprise, c'est 11%, je crois. Voilà, il n'y a plus besoin de loi Dutreil pour les entreprises. C'est tout le monde pareil, tout le monde à 10%. Vous voyez que même il y a un petit avantage par rapport à 11%. Bon. Mais c'est 10 vrais pourcents, si je puis dire. Ce n'est pas un truc qui est mité par toutes sortes de niches. Et c'est un truc qui permet surtout aussi, qui incitera les gens qui ont du patrimoine à léguer tout au long de leur vie, plutôt que d'attendre leur mort. Oui, ce que vous appelez faire circuler l'argent, voilà. Faire circuler le capital. Aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on hérite à plus de 60 ans. Hérite à plus de 60 ans, la part de l'héritage dans la fortune personnelle ne cesse d'augmenter, ce qui est mauvais quand même, c'est-à-dire que ça crée une société de rentiers. Et là, je dis, sans en passer par la redistribution centrale, je crée vraiment le maximum de mécanismes pour inciter à la redistribution spontanée, pour que les gens se disent, puisque quelqu'un qui n'a, je sais pas, 5 millions à transmettre, se dit, je vais profiter de l'abattement des 500 000, alors je vais donner 500 000 à mon fils, puis 500 000 à mon petit-fils, je saute une génération, comme ça, ce n'est pas des pré-retraités qui héritent de retraités. Et puis, je donne 500 000 autres à mon ami, là, qui sait bien, je sais pas... Beau projet. Au projet, que sais-je. Bref, je redonne du capital aux actifs, et quelque part, j'élimine aussi cette notion qui est quand même un peu perverse de dire, il suffit de... c'est presque pré-révolutionnaire de dire il suffit de naître aujourd'hui, il suffit de se donner la peine de naître pour recevoir un héritage, parce que vous avez la réserve héréditaire, et donc si vous êtes né dans une famille riche, vous êtes riche. Puis voilà. Là, quelque part, les cartes sont rebattues, parce que n'importe qui peut hériter. Oui, je voulais aussi revenir sur l'aspect au niveau de l'Europe, parce que l'Europe est aussi une fantastique machine à produire de la norme, les fameuses directives. Comment vous voyez cette articulation entre votre projet pour la France, l'Europe et nos voisins aussi, puisque quand vous vous êtes promené à cheval, vous avez terminé en Italie, et si je me souviens bien, vous avez ramené aussi des exemples aussi d'Italiens qui étaient très parlants. Alors sur l'Europe, premièrement, qu'est-ce que j'aime dans l'Europe? Le principe de subsidiarité, sur lequel l'Europe est fondée, et qui me va complètement, puisque c'est celui que j'essaye d'appliquer au territoire national. Donc que l'Europe gère le numérique, c'est primordial. Moi, je suis favorable à une réforme numérique pour la propriété privée des données personnelles. Ça ne peut passer évidemment que par l'Europe, Madame Vestager. Ce n'est pas la France qui va faire ça toute seule. Que l'Europe gère les traités de libre-échange, c'est très bien. Qu'elle gère le droit de la concurrence, c'est très bien. Bon.
Donc il y a un certain nombre de domaines où c'est évident que l'Europe a la responsabilité. Et ensuite, il faut justement pouvoir construire différents modèles en fonction de différents pays, différentes régions, différentes communes, et appliquer cette subsidiarité tout le long de la chaîne. C'est pour ça qu'à la fois je suis pro-européen et je suis opposé à l'approche de l'actuel gouvernement sur l'Europe qui vise à une harmonisation sociale et fiscale, mais globalement une harmonisation, une uniformisation du droit européen et des dispositions intérieures à chaque pays. Moi, je suis pour qu'il y ait le maximum de diversité en Europe, là aussi fidèle à sa doctrine, et pluribus unus, c'est de la diversité que naît l'unité. Je connais très bien la Roumanie parce que ma femme est roumaine. Je me désespérerais que la Roumanie ait les mêmes lois que la France, le même droit du travail, le même droit de l'environnement, le même... Non, il faut qu'il y ait des expérimentations possibles, il faut qu'il y ait de la différence, il faut qu'il y ait une imagination qui puisse créer des expériences reproductibles ou qui ne marchent pas. Voilà. Ensuite, sur le projet de simplification, nous estimons qu'avec les juristes avec qui j'ai travaillé, il y a 10% des normes françaises qui sont vraiment dans le dur, des normes directement européennes, appliquées des règlements, et auxquelles on ne peut pas trop toucher. Mais on estime aussi qu'on a 90% du droit sur lequel on peut faire le ménage en interne. D'abord parce qu'il y a de larges pans type socio-fiscal sur lequel on a complètement la marge de manœuvre, et d'autre part parce que souvent on reproche à l'Europe ce qui est en fait de la surtransposition française. La France est le pays qui surtranspose le plus, c'est-à-dire qui complexifie le plus une directive. On voit ça quand vous parlez avec les riziculteurs de Camargue, ils vous expliquent qu'ils ont 3 fois plus de produits phytosanitaires interdits que leurs concurrents italiens, et que non, c'est pas juste. C'est vrai, c'est pas juste. Ça crée une concurrence déloyale. Parce que mais ça vient pas de Bruxelles, ça vient de nous. C'est à la base d'une même directive. Ils disent c'est à cause de l'Europe, mais non, c'est à la base d'une même directive. La France a surtransposé. C'est ma liste. Voilà. D'ailleurs, le précédent Premier ministre Édouard Philippe avait émis une circulaire, je crois, demandant à ses services de cesser de surtransposer, mais évidemment, ça ne s'est pas produit. Donc, déjà, si on arrive à résoudre, à faire le ménage chez nous, 2, à arrêter la surtransposition, on y verra beaucoup plus clair. On propose aussi de codifier le droit européen pour savoir exactement ce qui vient du droit européen, alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas clair. Et ensuite, rien n'empêche de porter la même approche à Bruxelles. On va terminer cet entretien, malheureusement, mais on pourrait passer des heures, mais deux ou trois petits sujets peut-être à rassembler ensemble. On parle évidemment du climat, les grands enjeux des années 2020, tout le monde ne parle que de l'écologie, de l'environnement. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire de simple pour y arriver est-ce que vous voyez, vous avez parlé d'économie effectivement plus sobre, de frugalité, vous l'avez même expérimenté. C'est quoi les solutions de Gaspard Koenig pour sauver la planète, pour aller vite? Alors, moi, je pense qu'il y a 2 problèmes différents qu'on a tendance à confondre. C'est d'un côté le droit du vivant et de l'autre côté la question des émissions carbone et du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est un problème pour l'espèce humaine. Ce n'est pas un problème pour la planète, parce que la planète, elle va recréer des nouvelles espèces, elle va évoluer, les continents vont évoluer. C'est un problème pour nous, parce que nous, on va avoir des grandes migrations, nous, on ne va plus pouvoir vivre, ça ne va plus correspondre à nos propres exigences biologiques. Donc il faut traiter ce problème, mais il ne faut pas oublier que c'est un problème égoïste, entre guillemets, de l'espèce humaine qui essaye de corriger quelque chose qui est nuisible pour elle-même. Et qu'elle a créé elle-même. Et puis, d'à côté, il y a un autre problème qui est celui du droit du vivant, c'est-à-dire comment je donne des droits à ceux qui vivent pour entretenir et pour faire fructifier, pour qu'il y ait plus de diversité dans les écosystèmes. Donc sur le droit du vivant, nous, on a une approche assez ferme qui consiste à donner des droits aux animaux et évidemment à dire que la première mesure à prendre, c'est d'interdire l'élevage intensif, parce que c'est lui qui produit 99% de la souffrance animale. Ce n'est pas la peine de s'acharner sur la chasse, qui est marginale en fait par rapport à la masse de souffrance produite. La question, c'est l'élevage intensif. C'est une question qu'on ose moins aborder parce que, évidemment, économiquement et politiquement, c'est plus difficile. Encore faut-il le définir en termes de densité de bêtes au mètre carré et d'accès à l'air libre, sur des critères simples, et de dire ça, c'est plus possible. On ne peut plus vivre dans une société où on torture littéralement un certain nombre d'êtres vivants. Et si je défends les individus en tant que libéral, je défends aussi les individus non humains. Et puis, deuxièmement, il y a la question du réchauffement climatique. Et là, moi, je suis très classique. Je suis favorable à l'instauration d'une taxe carbone, qui est le meilleur moyen de corriger les externalités tout en laissant l'innovation, le marché et l'innovation prospérer. Voilà, jouer son rôle. La différence, c'est que notre proposition consiste à utiliser tous les produits, redistribuer immédiatement le produit de la taxe. Ne pas l'investir dans je ne sais quoi, la planification écologique ou autre, dire on redistribue. Donc ça doit être en circuit fermé, mais on redistribue de manière forfaitaire, parce qu'évidemment, si on annule l'effet de la taxe pour chaque individu, ça ne sert à rien. Mais on va définir ceux qui sont le plus touchés par la taxe, type agriculteurs ruraux,
et forfaitairement leur redonner une grande partie de l'argent en maintenant le système d'incitation lié au signal prix. Donc, par exemple, un agriculteur qui va payer 300 € de taxe carbone et qui va se voir allouer 400 € en forfait compensation carbone, en fait, il va être gagnant, mais l'effet d'incitation de la taxe va être intouché. Voilà. Donc parce que c'est ce sur quoi on bute aujourd'hui. Tous les projets de taxe carbone ont entraîné les bonnets rouges, les gilets jaunes. Bon, et donc pour éviter du lobbying, des industriels. Voilà. Et puis à la fin, il ne se passe rien. Voilà. Donc il faut immédiatement prendre en compte la question du pouvoir d'achat, mettre en place ce mécanisme redistributif. Il faut une transition socialement juste. Voilà. Mettre en place ce mécanisme redistributif tout en gardant le système d'incitation. Voilà. Donc nous, on va faire une proposition très concrète là-dessus, qui n'est pas encore publiée, mais qui est en cours de finalisation. Une dernière petite question rapide sur le monde numérique. Vous le voyez comme un instrument d'asservissement, un instrument de libération. On parle beaucoup en ce moment du Web 3. Enfin, le Web 3, c'est-à-dire la blockchain, les nouvelles monnaies, les cryptos. C'est de la spéculation pure pour quelques-uns qui s'enrichissent, ou c'est là aussi potentiellement... Qu'est-ce que dit le libéral sur cette révolution-là ? Alors moi, j'avais fait un long tour du monde autour de l'intelligence artificielle qui avait donné lieu à un autre livre, La fin de l'individu. Et j'avais quand même constaté justement l'asservissement que produisait le numérique. Et ce n'est pas parce que c'est du privé et de l'innovation que c'est forcément bien pour la liberté. Et en l'occurrence, les neuroscientifiques qui travaillent sur les plateformes quand même maîtrisent tellement nos cerveaux qu'ils sont capables de les aiguillonner et que nous perdons incontestablement du libre arbitre et de la maîtrise de soi. Donc la solution structurelle que je propose, que je proposais dans cet ouvrage, c'est d'instaurer une propriété privée sur les données personnelles qui permettent aux gens de stocker leurs données dans une sorte de portefeuille intelligent, de smart wallet. Un peu comme pour les cryptos. Exactement, et je vais y revenir à ça, avec leurs conditions d'utilisation sur lesquelles les plateformes viendront cliquer. Parce que le droit de propriété, c'est le droit le plus protecteur. Et donc, on dira, voilà ce que je souhaite faire de mes données en fonction des secteurs, en fonction des données. Et ce contrat-là sera attaché à chaque donnée qui sort de... Toutes les données, y compris santé, y compris... Bah, surtout santé. Et justement, quand je parlais au patron, j'ai été visiter Ledger dans le cadre de ma campagne, et il disait, mais précisément, c'est ce que la blockchain permet. C'est ce que nous, on fait chez Ledger pour les cryptos, mais c'est ce qu'on pourrait faire pour l'ensemble des datas. Donc aujourd'hui, la technologie, elle existe. Parce qu'en fait, vous avez deux tendances un peu différentes dans le numérique. Vous avez l'IA qui est hyper centralisatrice, intelligence artificielle, et vous avez la blockchain qui est au contraire hyper décentralisatrice. Et donc, on peut tout à fait... Je ne pense pas que la technologie en soi soit bonne ou mauvaise. C'est la manière dont on l'utilise et dont on la gère politiquement. Aujourd'hui, clairement, on l'a mise dans des mains qui captent la valeur que l'on produit, c'est-à-dire les données qu'on leur donne pour rien. C'est vraiment du féodalisme. Moi, je propose de passer du féodalisme à l'économie de marché en instaurant un droit de propriété et donc une contractualisation de la data. Et grâce à la blockchain, chacun pourra maîtriser l'usage qu'il souhaite faire de son destin numérique. Donc tout ça va toujours dans le même sens, c'est la maîtrise de son destin en tant que citoyen avec la simplification, en tant qu'individu avec le revenu universel, en tant que collectivité avec l'autonomie locale, en tant que vivant avec le droit des animaux, en tant que producteur de données ou internaute avec la propriété privée des données personnelles. Écoutez, Président Koenig, vous nous avez en tout cas passionné. Je ne sais pas si vous arriverez, on vous souhaite évidemment de trouver vos 500 signatures. J'y travaille. On embrasse Destinata, c'est ça ? Destinada. Destinada. Il paraît qu'elle ne veut plus vous voir, elle a peur de vous repartiez après l'élection. Vous êtes bien renseigné, et c'est la preuve que le cœur d'un animal est toujours à reconquérir. Absolument. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau de la Tribune. Merci à Robert de m'avoir accompagné et bonne retransmission. Merci. À bientôt.